Bonjour, j'ai invité Emmanuel Ayton, qui est nouvellement aux États-Unis, ou tu es déjà venu? Oh non, j'ai déjà vécu ici. Ok, et tu es à San Francisco depuis quelques mois? Je suis revenu en mi-septembre. Ah, d'accord. Ça va, tu t'y es mis un peu? Oui. Tu t'habitues? Je me réhabitue. Ok. Et est-ce que ça te plaît ici? Parce que tu es déjà venu ici, c'est ça? Oui, j'ai déjà vécu à San Francisco et à d'autres endroits aux États-Unis. J'ai vécu à New York, Pittsburgh, Los Angeles. Et je viens d'obtenir ma carte verte. Congratulations. Félicitations. C'est un show bilingue. J'ai appris plus tôt aujourd'hui que ma carte verte physique était finalement arrivée aujourd'hui. Ah, félicitations. Oui. Parce que pour les gens qui ne savent pas. Mais je te conseille de prendre une photo, de la mettre sur ton iPhone et de la garder à la maison. Parce que moi, quand je perdais ma carte verte, ça prenait 6 mois pour la renouveler. Et je la mettais dans mon pantalon, tout ça, je la perdais tout le temps. Donc il vaut mieux maintenant qu'on a le ID digital, de la garder sur le digital. C'est beaucoup plus facile de remplacer un iPhone que de remplacer une green card. Donc Emmanuel, merci mille fois d'avoir accepté mon invitation. Les Français sont très rares ici à trouver, c'est pour ça que dès que j'ai vu que tu venais de France, j'ai sauté sur l'occasion pour t'inviter. Donc merci mille fois. Et donc Ayton, tu voudrais qu'on parle un peu de ce que tu fais professionnellement ou autre chose? C'est quelque chose que je fais rarement professionnellement, mais Oui. c'est quelque chose qui me fascine, à savoir la fiction interactive. Oui. Quelque chose que je voudrais faire plus souvent professionnellement. Et c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est en fait plus compliqué que ça en a l'air. Ah bon? J'ai récemment eu l'occasion de faire pour la compagnie avec qui je travaille encore tant que je peux. C'est compliqué parce que ils sont aux Pays-Bas, j'ai gardé des liens avec eux maintenant que je suis ici, mais on est à 9 heures d'écart. Donc ça rend le travail avec eux difficile. Je suis en train d'essayer de trouver quelque chose ici. Mais donc j'ai fait un projet avec eux. Ils travaillent dans le domaine des jeux, mais ils ne font pas principalement des jeux. On a fait un jeu qui est vraiment de la fiction interactive ensemble. Le premier jeu donc, était vraiment ça. Ça a l'air d'être quelque chose de très simple. Oui. Et il y a beaucoup d'outils pour en faire. Et on s'imagine qu'on n'a qu'à inventer une histoire simple, proposer des choix. On fait A ou on fait B. Et avec la compagnie? Non, je dis quand on veut faire ça tout seul chez soi. Donc c'est à toi de décider finalement. Donc apparemment vous n'avez jamais essayé de faire un jeu de fiction interactive ou... Non, je ne suis pas du tout dans du gaming. C'est devenu très populaire parce que Netflix a fait son premier film interactif qui était un épisode de Black Mirror qui s'appelait Bandersnatch. Oui. Ça a plu à certaines personnes, ça a déplu à d'autres. Et donc le film s'interrompait et on avait un temps pendant lequel on pouvait choisir si on choisissait l'option A ou l'option B. Ah, donc ils avaient deux options du film. Et suivant là, le film continuait dans une direction ou l'autre. Ah, d'accord. Donc c'est ça ce que tu as essayé de faire? Donc non, nous, ce qu'on avait fait, c'était beaucoup plus simple. C'est une chose qui se jouait sur le web. Il y a plein de manières différentes de le faire. Oui. La première fois où ça a été fait était probablement dans les années 70. C'était entièrement en texte. On tapait quelque chose et le jeu répondait. Ah oui. Et les gens peuvent voir ça sur leur écran? Oui, enfin, c'est tout ça. C'est interactif. C'est interactif. Et c'est... Alors, dans les anciens jeux, il y avait une idée de... Alors, la question de est-ce que c'est vraiment un jeu est ouverte. Dans la plupart des jeux comme ça, on peut mourir, donc il y a une question, une idée de perdre. Il y a généralement un but qu'on peut plus ou moins gagner ou pas gagner, mais dans mon cours
de conception de jeu quand j'étais à l'université. Ce qui vraiment définissait un jeu, c'est est-ce qu'on arrive à gagner. Mais dans beaucoup de jeux qui sont vraiment basés sur de la fiction, on insiste toujours sur le fait que on peut toujours progresser jusqu'à la fin, mais le succès émotionnel du personnage principal n'est pas toujours le même. Donc, de cette manière-là, c'est pas vraiment un jeu, c'est beaucoup plus comme une œuvre de fiction auquel la personne qui joue, ou peut-être qui ne joue pas, peut vraiment intervenir. D'accord, donc tu peux choisir le personnage que tu veux qui gagne. On choisit, on intervient sur les actions du personnage principal. Alors là, donc je ne suis pas un grand fan de Bandersnatch. Disons qu'il y a deux personnages, tu peux choisir celui que tu veux qui gagne. Il y a un personnage, généralement, un personnage sur lequel on intervient. Je vous donne un exemple très précis qui, à mon avis, est fait de manière absolument fantastique, qui est Oxenfree. C'est présenté comme un jeu. C'est fait par un studio de Los Angeles qui s'appelle Night School. Ça raconte l'histoire de 5 jeunes gens qui passent une nuit sur une île. C'est une histoire fascinante, mais on joue le personnage d'une adolescente qui s'appelle Alex, qui a plein de problèmes personnels. Son frère est mort, elle est très agressive envers tout le monde. Et quand on lui parle, généralement, elle a 3 options de ce qu'elle peut répondre. Alors, on peut généralement décider de où elle se déplace, où elle marche. Quelquefois, on peut intervenir sur les objets pour elle. Et quand elle parle, on peut choisir sa réponse. D'accord. Mais sa réponse ne fait pas changer l'histoire. L'histoire est fixe, plus ou moins. Mais ce qu'elle répond change les rapports émotionnels entre les personnages. Ah bon. Et toi qui es en train de faire tout ça, tu dois dire comment ça va réagir. On choisit les réponses d'Alex. Ah, d'accord. Et donc, on influence énormément les réponses émotionnelles entre les personnages. Tout le monde a des rapports très tendus. D'accord. Et ça, c'est un exemple extraordinaire de fiction interactive. D'accord. Ça, c'est un exemple pour moi qui est extraordinairement bien fait. Et ça a du succès sur Netflix? Non, ça c'est un jeu qui est sorti sur PC. Sur Netflix, c'était Bandersnatch, où on choisissait une action sur 2. Ah, d'accord. Pour moi, Netflix, c'était un exemple, d'après moi, vous trouverez d'autres, c'était un exemple qui était mal fait, où on choisissait 2 branches sur l'histoire. Ok, et ce film qui a eu beaucoup de succès, c'était un film de fiction, le coréen? Celui qui est viral sur Netflix? Oui, ça c'était pas interactif du tout, ça c'était... juste un film. C'était une série, c'était Squid Game. Oui, que j'ai pas vu. Oui, alors tu l'as pas vu. Okay. Mais ça n'avait rien d'interactif. Donc, ce que je voulais... Les gens aiment, hein, par contre. Oui, moi j'ai pas vu, c'est trop violent pour moi, j'aime pas les choses violentes. Ah, d'accord. Mais c'était pas... Donc, ce que je voulais expliquer, c'est pourquoi ce qui est fait, pourquoi c'est plus difficile que ça en a l'air de créer de la fiction interactive. Oui. Comment le système de Bandersnatch marche et pourquoi, d'après moi, il n'est pas aussi réussi qu'il pourrait. Okay. Donc, tu leur as envoyé leur feedback? Non. Netflix fait ça. Ils ont de très bonnes raisons de faire ce qu'ils ont fait. Ah, d'accord. Netflix a eu un immense succès commercial avec Bandersnatch. Oui. Là où Netflix a extraordinairement bien réussi, c'est qu'ils ont une très bonne qualité de production. C'était très bien filmé. D'accord. Et ça utilisait extraordinairement bien leur plateforme, à savoir que c'était fait avec une plateforme... C'est filmé dans leur studio? C'était filmé à Londres, Netflix filme partout, mais c'était fait pour être vu comme une série télé. D'accord. Alors que Oxenfree était fait pour être joué sur un ordinateur, c'était pas du tout le même médium. Oxenfree, c'est l'histoire avec Alex et les 4 autres adolescents. C'était filmé, c'était dessiné, c'était filmé, c'était joué sur un ordinateur, c'est pas du tout le même médium. Et tu payes pour le jouer? On paye, c'est un jeu, je crois qu'il coûte $30 ou $20. D'accord. Et c'est présenté comme un jeu. Les deux sont joués, mais Netflix voulait que Bandersnatch soit pris
comme un épisode de série, Oui, alors que Oxenfree est présenté comme un jeu. Moi, je vous dirais que les deux sont des formes de fiction interactive. d'accord. Je, Ça t'intéresse comme sujet. c'est ce que je vous dis. Oui. Maintenant, d'autres vous diront que l'un est un jeu, l'autre un épisode de série. Ok. Et pourquoi, d'après moi, Oxenfree, je pourrais vous donner d'autres exemples, fait ça, d'après moi, mieux. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous, les humains, nous attendons à des choses très précises quand nous abordons une œuvre de fiction. D'accord. Alors, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais de manière très précise. Oui. On veut une structure très précise. On veut un certain nombre d'actes. Ce n'est pas forcément des actes qui sont explicites. On veut des retournements de situation entre chaque acte. Ok. On veut qu'au début, des oppositions précises soient montrées, que le personnage principal fasse des choix difficiles. Encore une fois, tout ça est relativement compliqué, et plus vous vous approchez de ce modèle précisément, plus vous avez quelque chose qui ressemble à un film hollywoodien. Ah, Plus vous vous éloignez de ce système, plus vous avez quelque chose qui ressemble à un film d'arrêt d'essai, quelque chose qui est peut-être plus artistique, mais qui demande plus d'efforts. d'accord. Mais tu vas pas copier ce qu'ils ont fait. Qui a fait? Non, mais parce que tu as dit que tu aimes la fiction, ce que tu vas faire pour toi, ça va être totalement différent. Si on veut quelque chose qui sera facile d'accès, Mm. il faut garder ce schéma. Ah, d'accord, je savais pas. Il faut garder ce schéma. Si vous prenez un cours de scénario, D'accord. on va vous apprendre à suivre ce schéma. C'est vrai? Absolument, oui. C'est ce qu'on apprend. On apprend à faire généralement le scénario en 3 actes et en 5 actes. Donc, quelle sera la variation qui vient de toi? Le contenu. D'accord. Vous pouvez raconter votre histoire, c'est vous qui racontez votre histoire, mais on va vous apprendre à la raconter suivant ce schéma. D'accord. Et si tu n'es pas d'accord avec le schéma, qu'est-ce que tu Dans fais? ce cas, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous essayez de vendre votre scénario à Hollywood, Il faut suivre. on ne va pas le prendre. Ah, je savais La pas. première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'en lisant votre scénario, un scénario hollywoodien n'a aucune coupure d'acte, Ah bon? mais est-ce qu'on peut voir les coupures d'acte rien qu'en le lisant? La première chose qu'on va voir. Ah bon? Donc, entre autres, on veut voir est-ce que la fin donne un rappel clair au début. Oui, le début et la fin. Ok. Voilà. Donc, en revanche, quand on a quelque chose d'interactif, il faut qu'il y ait des choix. Oui. Et il faut qu'il y ait des choix qui donnent l'impression à la personne qui intervient que les choix comptent. Si ce sont des choix gratuits, des choix superficiels, Non, il faut que ça compte. oui. Mais si les choix comptent, comment est-ce qu'on peut garder cette structure rigide? Structure comment? La structure rigide Ah, rigide, ok. de l'histoire hollywoodienne. Parce que si on veut quelque chose qui plaira à un grand public, il faut probablement garder ce scénario, Cette structure. cette structure qui est celle qui va plaire. Ah, parce que ils ont testé la structure. Il est peu probable que des gens qui veulent intervenir dans une histoire Oui. sont ceux qui veulent un type de fiction qui est très flou. Ils veulent probablement intervenir dans une structure dans laquelle ils peuvent se repérer. Mhm. Je peux donner un exemple de film qui a une structure beaucoup plus floue. Je ne sais pas si vous connaissez le film de l'année dernière à Marienbad, qui est généralement le premier qui me vient à l'esprit. C'est un film d'Alain Resnais. C'est une conversation entre un homme et une femme, et l'homme essaie de convaincre la femme qu'ils se sont déjà rencontrés. Ça dure 1h30, ça se passe dans un hôtel de grand luxe, et rien dans leur mouvement n'est littéralement logique. À savoir, deux personnes peuvent être dans une salle et la caméra bouge sur une autre salle, et les personnages qui étaient dans la première salle sont également dans l'autre salle. Et ce sont des vrais acteurs? ce sont de vrais acteurs, mais c'est fait pour être complètement surréel. Tout est surréel. Ah, Et donc, ça ne suit pas du tout le concept du scénario hollywoodien. d'accord. Si on avait quelque chose d'interactif fait comme ça n'aurait pas vraiment de sens, parce qu'on n'aurait pas l'impression que nos choix comptent.
Alors que si on a quelque chose d'interactif dans un scénario hollywoodien où on peut se repérer, on a l'impression que nos choix comptent. Mais si nos choix comptent, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'interactif? Puisqu'il faut une structure rigide. Donc, plus la structure est rigide, moins on peut avoir de choix. Mais plus on peut avoir de choix, moins la structure peut être rigide. Et toi, tu dois décider ce que tu vas faire? Dans le produit fini, la question est comment est-ce qu'on peut construire quelque chose d'interactif. Ah, d'accord. Voilà. Donc là est le problème. C'est pour ça que c'est difficile à faire. Alors la manière dont Bandersnatch marchait était que on a un certain nombre de choix et beaucoup de choix s'écartent. Il y a une histoire principale et certains choix s'écartent de l'histoire principale et plus on s'en écarte, plus on va vers vers une impasse. D'accord. Quand on s'écarte trop, l'histoire s'arrête et il faut recommencer. Et si on fait tous les bons choix, on arrive jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que je suis pas un grand fan de Bandersnatch. La manière dont Oxenfree marche, il y a une histoire qui est très bien conçue. On suit l'histoire quoi qu'il arrive, mais ce qu'on influence n'est pas l'histoire, mais la charge émotionnelle entre les personnages, qui est quelque chose qui avance indépendamment de l'histoire. Et c'est quelque chose pour laquelle on peut avoir une vraie influence, et on voit l'influence qu'on a tout de suite. Et ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais c'est pas ce qui est immédiatement évident. Par exemple, si tu vas faire quelque chose, toi, une histoire, tu vas tenir compte de tous ces critères. Je vais essayer, c'est pas toujours facile. Ah, tu vas essayer. Mais aussi, une fois que tu as écrit ton histoire, il faut que tu trouves les acteurs. Non, pas du tout. Pour Oxenfree, il y avait des voix. Nous, ce qu'on a fait, c'était un tout petit truc, ça nous a pris très peu de temps. C'était fait sur le web. On a eu la chance d'avoir une fantastique artiste, donc on avait des personnages dessinés. On a fait ça avec un fantastique système de jeu qui s'appelle Ink, qui est conçu par le type le plus brillant qui explique tout ça, qui s'appelle John Ingold, qui a créé son propre langage pour faire des systèmes de jeu interactifs. Donc le langage s'appelle Ink, et c'était un système qui explique ce que notre compagnie Tiny Hydra a fait. Et en gros, c'est un jeu où on joue le rôle de quelqu'un qui gère une compagnie de jeux, et il faut gérer la compagnie pour qu'elle fasse un jeu, c'est très méta. Il faut que la compagnie fasse un jeu qui ait du succès, qui se vende, il faut garder les finances en bon état, il faut garder le moral dans la compagnie, et des choses comme ça, et où tous ces buts sont simples à obtenir, mais tous ensemble, c'est très difficile. Et donc on parle à plusieurs personnages, et quand on prend certaines décisions, on voit les conséquences immédiatement à l'écran. Donc par exemple, le moral de la compagnie est reflété dans le fond de l'écran qui est l'ambiance du bureau. Il y a également une icône qui représente le budget. Alors c'est pas un nombre, mais il y a une icône qui représente clairement le budget. Il y a également chaque personnage est dessiné différemment suivant son humeur. Et ton travail, c'est tout simplement de développer l'histoire? Alors, non, j'ai pas développé l'histoire, là, parce que j'étais la seule personne dans ce bureau qui savait programmer. Donc, j'ai expliqué comment il fallait développer l'histoire, c'est quelqu'un d'autre qui l'a développé. C'est moi qui ai programmé cette fois-là. Oui. Mais j'ai, entre autres, expliqué comment l'histoire devait être développée en actes. Ah bon. Et qu'il devait y avoir un très grand retournement de situation au 3e acte. Et en effet, il y en a un. Et qu'il devait avoir une crise finale au 4e acte, et il y en a une. Donc j'ai expliqué comment marchait la structure en 5 actes. Et il y a une structure en 5 actes. Et donc on a suivi ce modèle, au lieu de faire des choix sur ce qui se passe. L'histoire est en effet toujours la même, mais la manière dont se passe cette histoire est très fortement influencée par les choix du personnage. D'accord. Mais tu as dit que tu veux faire quelque chose qui est seulement à toi.
Non, non, non. C'est avec ton équipe. Avec une équipe. D'accord. Je croyais que tu voulais développer quelque chose juste à toi. La conception de jeu ou la création de films, c'est toujours quelque chose de fortement, fortement collaboratif. Bien sûr, on travaille toujours mieux d'après moi. Non, mais quelqu'un qui écrit un scénario, il peut l'écrire tout seul. Oui, mais j'ai toujours l'impression... Il vaut mieux consulter les autres. J'ai écrit des scénarios seuls, certains qui ont obtenu des prix mineurs, mais je me suis toujours dit que ça aurait mieux marché si j'avais eu un partenaire d'écriture. Ah d'accord. Qui te coach. Non, avec qui on échange les idées. Ah d'accord. C'est toujours bien d'échanger. C'est mon impression. Ah oui, bien sûr, parce que tu as les black things, comme on dit. Il y a des choses que tu ne vois pas. Voilà, mais l'esprit est plus fertile quand on rebondit. Et on prend les suggestions de l'autre. On peut également, parfois, on fait des erreurs que l'autre personne voit. L'autre personne peut faire des erreurs que l'on voit. Je pense que... En France, nous avons un exemple extraordinaire. Oui, comme on dit en français, ils disent la lumière... non, la conversation... comment on dit? Non, je pensais simplement à Boileau-Narcejac, l'auteur de romans policiers qui étaient deux personnes, qui signaient sous un nom, mais c'était, je ne me rappelle plus le prénom, mais Boileau et Narcejac étaient deux personnes qui écrivaient à deux. Ah bon? L'un, à vrai dire, écrivait les histoires et l'autre écrivait les mots. Donc ils n'étaient pas exactement à égalité, mais ils écrivaient à deux et écrivaient beaucoup mieux à deux que n'importe lequel des deux pouvait écrire seul. D'accord, mais il y a une expression qui dit « de la conversation jaillit la lumière ». Je ne connaissais pas. Tu la connaissais pas celle-là? Ah bon, elle est très courante pourtant, parce que tu peux pas tout voir quand tu es seul. Voilà, donc ce que tu veux dire soutient ce dicton. Voilà, donc toi maintenant tu es ici à San Francisco, tu travailles de temps en temps avec la France et aussi tu vas développer tes propres idées. Je cherche un emploi avec plusieurs compagnies à San Francisco, on va voir où ça atterrit. Tu as essayé Google? Non. Alors, je suis en train de chercher avec Google, on va voir ce que ça donne. Mais on va voir. J'ai déjà travaillé avec Google. Quand j'étais en France? Non, quand j'étais à Los Angeles, j'ai travaillé avec Google. D'accord. Donc ils te connaissent. Certaines personnes chez Google me connaissent. Je suis encore. C'est vrai, c'est immense, c'est 150 000. C'est immense. J'ai déjà travaillé, j'ai fait des... C'est comme une petite ville en fait. J'ai fait des installations pour Google. Il y en a une à New York, une à Tokyo. Quand tu dis des installations, ça veut dire quoi? La compagnie avec laquelle je travaillais à Los Angeles faisait des installations genre parc à thème. La meilleure qu'on a faite était probablement à Tokyo, c'est difficile à expliquer. C'était une sorte d'arbre symbolique fait de triangles projeté sur un mur. C'est la première chose que les gens voyaient. C'est une expérience où les gens vont à Tokyo, où ils apprennent des choses sur Google. Et quand ils arrivent, c'est quelque chose à faire en attendant. Donc il y a cet arbre, et quand ils passent devant, leur mouvement est capturé, et ça crée une sorte de fausse brise qui suit leur mouvement et qui fait qui a l'air de faire bouger les feuilles de l'arbre dans la fausse brise. Il y a un cercle projeté par terre, et quand ils arrivent sur le cercle, une question est posée: quelle est votre couleur préférée, quelle est votre quête personnelle? Et s'ils répondent en anglais ou en japonais, ce qu'ils disent est affiché devant eux en texte, et leur réponse est donnée à Google Images, et certaines feuilles de l'arbre prennent l'apparence des 10 premiers résultats de Google Images, et après, s'ils passent devant, les feuilles qui ont pris l'apparence d'image
tombent. Ils peuvent également les faire bouger en passant devant. Mais quand tu dis s'ils passent devant, qui passe devant? Les gens, si les gens passent devant. La manière dont ça marche... les gens dans l'écran? Non, les gens devant. Les gens devant? La manière dont ça marche est plus simple que ça en a l'air. Ils sont filmés par une caméra infrarouge. Ah, d'accord. Bon. Et, alors, c'est comme dans l'Academy of Science, par exemple. Je ne connais pas l'Academy of Science, mais voilà. Et c'est une caméra infrarouge, parce que si c'était une vraie caméra, on filmerait également l'arbre. Après, il y a un algorithme du logiciel OpenCV qui regarde la différence entre cette image et l'image précédente, ce qui donne... ça intéresserait l'Exploratorium. Je ne sais pas si tu es déjà allé sur Fisherman's Wharf. Ah ben, je t'emmènerai visiter alors les deux. Academy of Science, c'est Exploratorium. D'ailleurs, un des executive directeurs était français. Donc, il mettait sur l'expo plein d'expérimentations que les enfants jouaient avec. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait très intéressant. Enfin, à partir de ça, on peut faire une sorte de faux vent. Et c'est à l'intérieur dans un moteur de jeu qui s'appelle Unity. Et donc, on met le faux vent sur Unity, et donc quand il y a un mouvement, on donne le mouvement aux feuilles. D'accord. Et donc les feuilles suivent ce mouvement. Et donc les vraies personnes peuvent vraiment influencer les images qui sont derrière elles. D'accord. Voilà. Donc c'est un écran qui est sensible avec la caméra infrarouge. Qui a l'air d'être sensible aux gens qui sont physiquement devant. D'accord. Ben, j'ai vu quelque chose comme ça, à peu près, dans Burning Man, il y avait un événement ici pas trop loin, ça s'appelait Burning Man Decompression Party, c'est-à-dire après la semaine qu'ils ont passée à Burning Man, ils ont fait un jour juste à San Francisco, et là il y avait justement un écran où les gens bougeaient, et ça a influencé une des attractions. Je n'ai pas dit que c'était partout, une des attractions. Donc ça, c'est quelque chose que les gens aiment, je pense. Oui, on espérait, c'est pour ça qu'on l'a fait. Ah d'accord. Non, moi j'ai aimé, je l'ai filmé, parce que j'ai filmé l'événement. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable de pouvoir voir sur l'écran quand tu bouges et tout ça. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable ce que la technologie peut faire. Et en plus, c'était il y a très longtemps, hein, plus de 10 ans. Donc ça existe depuis très longtemps. Ce genre de technologie, je pense. Je sais pas. Tu peux me corriger si j'ai tort. Il y a des formes de ça qui existent depuis longtemps. La question, il y a d'autres questions, combien c'est facile à maintenir, est-ce qu'on peut le faire à l'intérieur ou à l'extérieur? Voilà, ce que nous avons fait ne marche pas à l'extérieur, le Connect ne marche pas à l'extérieur, ne marche pas avec la lumière du soleil. D'accord. Donc c'est quelque chose de différent. Il y a toujours plein de variations, oui. Il y a plein de conditions qui sont différentes. D'accord. Merci d'avoir mentionné ça, parce que je pensais que j'avais déjà vu ça. Non, c'est possible. Peut-être qu'ils ont fait ça de la même manière. Le nôtre, contrairement au Connect, marche sans limite de personnes. Qui est une personne ou qui est 15 personnes, ça marche de la même manière. Ah, ça c'est différent. Oui. Peut-être que c'était pareil avec le vôtre, mais le Connect a une limite de 6 personnes. D'accord. Le nôtre n'a pas de limite, puisque c'est jamais que la forme qui est devant la caméra. D'accord. C'est quelque chose de différent complètement. Okay. Non, peut-être que c'est pareil que ce que vous avez vu, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas si je vais te retrouver la cassette. Si je la retrouve, je te la montre. Mais donc là, qu'est-ce qu'on est? On est novembre. C'est bientôt Thanksgiving. Donc il y aura sûrement un grand break dans les compagnies. Et pour toi aussi. Et après, bon, on verra ce qui se passe en décembre, c'est ça? Probablement, oui. Je n'aime pas faire de prévision. Je n'aime pas faire de prédiction. Prévision, oui, je n'aime pas faire de prédiction. On ne sait jamais. Quand je fais des prédictions, souvent elles ne se réalisent pas, alors je ne prédis pas. Tu laisses les choses. Ouais, Donc finalement, tu as plusieurs rôles, parce que
tu es un programmeur et tu es un scénariste et tu es aussi un game developer. Designer, oui, j'essaie de faire de la conception de jeu, enfin, je fais de la conception de jeu. Tu as été formé en France? Non, je suis resté très peu de temps en France. J'ai principalement été formé à Carnegie Mellon, au Entertainment Technology Center. Où ça? C'est à Pittsburgh. Ah, d'accord. C'est la première école de son genre où ils enseignent donc la technologie des loisirs. Donc c'est technologie, loisirs, j'ai écrit... Tu l'as découverte en ligne et tu es allé? J'avais mon beau-frère, le fils numérique de ma mère, était très très attaché à Carnegie Mellon et m'a conseillé d'y aller. Ah, d'accord. Et quand j'ai eu beaucoup de mal à naviguer leur site web, qui est assez... et j'arrêtais pas de tomber sur le site de ETC, Entertainment Technology Center. Et tu as décidé de faire... Non, j'avais une amie qui m'a dit, tu sais, tu devrais aller là. C'est tout ce qui te plaît. Ah. Et alors j'ai regardé ce que je voulais faire. Au départ, je me suis plus intéressé à leur programme d'art dramatique pour le cinéma. Non, à vrai dire, étrangement, peut-être que ça aurait été une mauvaise idée. Écriture dramatique. Ah, ça aurait peut-être vraiment été une mauvaise idée. C'est ce qui m'attirait à l'époque. Et donc, mais à la place, j'ai fait ETC. Et c'était un endroit très, très étrange. L'étage principal de l'immeuble, qui est le 5e étage, on ouvre, les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il y a une sorte de fausse passerelle de vaisseau spatial, programmable, encore qu'en ce moment elle est en train d'être réparée. Mais il y a, enfin non, c'est la première cours qu'on a, il faut faire 5, ce qu'ils appellent monde virtuel, en équipe de 4. Il y en a 2 semaines pour faire, plus ou moins 2 semaines, ça dépend, mais généralement 2 semaines pour faire chacun des 5. Et ça, c'était le training. C'est le premier semestre. C'est assez intensif. Et on peut, le 2e semestre, si on veut, prendre le cours de conception de jeu avec Jesse Shell, qui a écrit le manuel sur la conception de jeu qui s'appelle The Art of Game Design. Ouais. Donc tu as appris ça? J'ai pris, au départ je n'étais pas sûr, et j'ai pris, il y a une navette entre ETC qui n'est pas sur le campus et le campus de Carnegie Mellon, et une élève me dit, si tu ne prends pas conception de jeu avec Jesse Shell, tu as gâché ton séjour ici. Ton temps à ETC. Alors j'ai pris... Tu sais suivre les concerts des autres. C'est-à-dire que tu as bien écouté. J'essaie, je fais de mon mieux. J'essaie, quand il y a des gens qui savent mieux que moi, j'essaie de suivre leurs conseils. Et tu n'as pas regretté? Non, je n'ai pas regretté. Ça t'a plu quand même? Non, oui, c'était... à ETC, tout se passe toujours en même temps. Donc pendant ce cours, après le premier semestre, il y a des projets. Donc j'avais un projet qui s'est passé, qui était plus compliqué que ce que je pensais. Donc conception de jeu plus ce projet, c'était un mélange qui s'est trouvé pas facile. Mais à la fin, je m'en suis quand même sorti. Mais conception de jeu en soi était une expérience qui valait le coup, oui. Ah, d'accord. Parce que maintenant, tu peux mettre ça sur ton CV. Ça aussi. Oui. Parce que ça attire beaucoup de compagnies. Je crois, oui. Ça... Quelle est la plus grosse compagnie de gaming en France? C'est pas Zynga? Je n'entends plus beaucoup parler de Zynga. En France, je ne sais pas. Je suppose, en France... je sais que leur stock il est descendu. J'entends plus du tout parler de Zynga. Ils l'ont vendu, ils ont dû la vendre. Donc il y a 3 très grosses compagnies de jeux dans l'Ouest, oui, qui sont Electronic Arts, Activision et Ubisoft.
Ah, Ubisoft, oui, c'est Et un français. Ubi, en français, veut dire Union des Bretons Indépendants. Oui, oui, c'est une compagnie C'est française. une compagnie française. Et ils sont ici d'ailleurs, Ils sont... à San oui, Francisco. je crois qu'ils sont en Je train les ai de quitter San rencontrés, je Francisco. les ai rencontrés au DBF, ouais. Je crois qu'ils sont en train de quitter San Francisco. Ah bon? Mais je sais, oui. Mais en tout cas, ils sont certainement français, il n'y a aucun doute là-dessus. Même si beaucoup de gens n'ont pas l'air de savoir qu'ils sont français. Mais et ils ont des studios en France, ils ont un studio à Montpellier. Et C'est je une très connais- grosse boîte, oui, ils c'est sont une immense 200 compagnie. 000 ou 250 000. Et ils ont une très bonne réputation. Parmi les trois, sont probablement ceux qui ont la meilleure réputation en termes de conditions de travail. Oui, ils ont des bonnes réputations pour ça, oui. Oui. Et tu pourrais les appeler peut-être? Je suis pas, ils font pas le genre de choses Que tu aimes. En général, ce que je fais n'est pas ce que les compagnies AAA, les grosses compagnies Ah, les font. grosses boîtes, ok. Donc, ils font tout. De nos jours, Oui. ce qui se vend sont les jeux d'action multijoueurs. J'ai un ami qui ne joue pas aux jeux d'action multijoueurs, mais qui travaille dans les jeux d'action, qui travaille que dans le AAA, dans les jeux à très très gros budget. Et encore une fois, il ne joue pas à ces jeux, mais il travaille dedans en tant que programmeur. Et il m'a dit, ce qui se vend en ce moment, ce sont les jeux d'action multijoueurs sur console. C'est la seule Sur chose- console. sur console. Il faut toujours, les gens, les grosses compagnies ne veulent vendre que sur console. Ah, d'accord, parce que c'est pour ça que ça se vend si bien, ces consoles. Oui, c'est considéré que on ne peut pas pirater un jeu sur console alors que les jeux sur ordinateur se piratent. C'est ce qu'on dit. Je me rappelle avoir vu une conférence où quelqu'un expliquait un jeu potentiel, il a ajouté « et je le veux sur console parce que je veux gagner de l'argent ». D'accord. C'était une liste de critères pour quelques projets imaginaires. Mhm. Et donc, il faut que ce soit multijoueur, il faut que ce soit sur console. Et en pratique, si on ne peut pas tirer sur quelque chose, ou se battre contre quelque chose, ça ne se vend pas. Et personnellement, j'aime les jeux narratifs sans combat. D'accord, c'est pour ça que tous les jeunes achètent une console. Euh, Peut-être. c'est une raison. Personnellement, il y a également... Enfin, c'est très populaire. Il y a également des jeux narratifs sans combat sur console, mais c'est une des raisons. Mais il y a des jeux, la plupart de ces jeux existent également sur ordinateur. Mais la meilleure manière qui donne la meilleure expérience sont généralement sur console. Et également, chacune des consoles a une culture différente. La culture de chaque console. Tu jouais ça, toi? J'ai perdu ma Switch, mais après Noël, je compte en racheter une autre. Donc chaque console a son identité. J'ai toujours été très plus Nintendo que les autres, mais ça c'est moi, encore une fois. Quand tu étais jeune, tu avais... Non, encore une fois, j'ai eu une Switch et je compte en racheter une autre. Ouais. Et il y a des jeux PlayStation qui me tentent, mais... Enfin non, Il faut que tu examines tous les choix. non, je suis... Mais voilà, mais absolument, c'est pas... Ce sont des choses... C'est pas du tout quelque chose pour enfants, c'est vraiment... Il y a des adultes, beaucoup d'adultes. Oui, bien sûr. Et je suis sûre que chaque année, il y a une nouvelle version qui sort. Non, non, plus maintenant. Maintenant, ça prend 5, 6, 7 ans pour développer une console. C'est extraordinairement compliqué. D'accord, donc c'est pas si courant d'en développer, ok. C'est très 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 compliqué de développer une console. D'accord, je croyais que c'était quelque chose qui se renouvelait chaque année parce que je vois toujours ça sur l'internet, donc... C'est devenu extrêmement compliqué. Et après, il y a toute la culture de... tout ça est très compliqué. Il y a la culture de... Une console qui n'a pas de jeu ne vaut rien. Donc, comment garantir que la console qui n'existe pas encore... va se vendre. Non, a déjà des jeux.
Ah, déjà des jeux qui seraient applicables à la console. Oui. Quand vous sortez votre console Ok. dans 2 ans, Oui, sachant qu'il faut 2 ou 3 ans pour faire un jeu pour une console très avancée, oui. vous voulez déjà qu'il y ait des gens qui travaillent sur le jeu pour la Sur les console jeux, qui hein. n'existe pas. Donc ils travaillent main en main. Mais vous ne voulez pas donner les détails de votre console parce que vous ne voulez pas que les détails techniques soient Dans leur main. publics. Ah, Donc, c'est très compliqué. il y a des copyrights et tout ça. C'est extrêmement compliqué, donc vous donnez juste les détails techniques suffisants à très très peu de monde, mais à suffisamment pour que quand la console sort, il y ait suffisamment de jeux pour la rendre intéressante, mais ce soit des jeux qui soient suffisamment extraordinaires pour la rendre indispensable. Donc c'est extrêmement compliqué et ça coûte une fortune de développer une console. Et il faut que la console soit un succès énorme, parce qu'une console qui n'est pas un succès énorme peut, Après, il faut que tu peut couler la compagnie. Oui, il faut assumer les coûts, oui. Donc c'est extrêmement compliqué. Hmm, On n'est plus à l'époque où faire une console est quelque chose de simple. D'accord. Donc il faut être sûr que ça va se vendre. Il y a une très très célèbre histoire à l'époque où Sega existait, où ils ont sorti une console, ils ont fait un coup extraordinaire, je crois 6 ou 8 mois d'avance, Ah bon? et ça a détruit leur console, Ah, parce qu'il n'y avait pas de jeu. c'est pas bien ça. Ben, c'était- Après que c'est sorti, ils ont fait des jeux? Oui, mais c'était trop tard. Ah, C'était- les gens n'achetaient pas la console. Ils voulaient impressionner tout le monde, parce que les consoles sortaient toujours en retard. Eux ont sorti leur console plusieurs mois d'avance, Mais après, mais il n'y avait pas de jeu. bon, ben ils l'ont gardé en warehouse, non? C'est trop tard. trop tard. Hmm. Donc c'était une leçon pour tout le monde. Toujours faire attention à ce qu'il y ait des jeux Des jeux qui vont avec la console. absolument extraordinaires à la sortie de chaque console. C'est D'accord. très très compliqué de sortir une console. D'accord. Donc tu t'y connais aussi dans les Tout ça, dans les ventures et dans les investissements, quoi. tous les gens qui s'y connaissent un peu en jeu pourraient vous expliquer ça. D'accord. Ça, c'est la base de la base de la base. D'accord, moi je connais rien. Oui, ça, c'est vraiment la base. Donc, je peux vous dire, c'est très très compliqué maintenant de faire une console. Ok. Moi, quand je vois ça sur Internet, je ne savais pas que c'était aussi compliqué que ça. Tout ça est devenu extrêmement compliqué. C'est un risque énorme. C'est un Par risque exemple, nécessaire, mais... Là, par exemple, une console que tu pourrais acheter, elle coûterait combien? Moi, ce qui... Est-ce que c'est abordable? Oui, il faut toujours que ce soit abordable. Il y a une console qui était très très célèbre pour ne pas être abordable, qui était la Neo Geo, au début des années 90. Et ces jeux étaient très chers, la console était très chère, et donc elle ne se vendait pas. Donc, Nintendo a toujours été très connu pour avoir les consoles les moins puissantes et les moins chères. Combien? Alors, Nintendo... 99 $? Non. Non? Je crois que Nintendo, je n'ai pas les prix exactement en tête, mais je crois que la Switch neuve, qui est maintenant plusieurs années, va coûter dans les 300 $. Ah, c'est beaucoup plus cher que je pensais. Mais je crois quand la PlayStation 4 est sortie, je crois qu'elle était dans les 500-600 $. Oula, c'est pas pour tout le monde alors. Ça peut pas être un cadeau de Noël pour un petit de 12 ans. Ça pourrait si les parents peuvent se le permettre, mais pas pour tous. Mais je crois qu'on lui a reproché d'être trop cher. Et je crois que maintenant le prix est tombé aux 400 $. 400, ok. Mais les nouveaux modèles, ils vont être chers aussi? Ils essaient de faire baisser les prix. Je crois également que les PlayStation sont vendus à perte. Ah, d'accord. Mais la Nintendo, soi-disant, n'est jamais vendue à perte. Parce que le nom est reconnu. Enfin, elle est il gagne populaire. de l'argent sur les jeux. Ah, d'accord. Quand un jeu pour une console est vendu, Ils font de l'argent avec le jeu. le fabricant de la console gagne une partie de l'argent du jeu. Ah, bon, bah c'est bon ça. Mais encore une fois, Est-ce que tout le monde pourrait faire ça aussi? tout le monde pourrait faire ça. De gagner une partie de... À chaque fois que vous achetez une application, ou ça c'est sur le point de changer, mais une application, un produit à l'intérieur d'une application iOS, Apple gagne de l'argent. Oui. C'est une des plus grandes sources de revenus pour Apple.
Ah, d'accord, d'accord. Donc oui, c'est une des raisons pour lesquelles on continue à faire des consoles. Donc, enfin oui, peut-être que je ne vous promets pas les prix que je vous ai donnés. Si vous avez une tonne d'appels sur le fait que je me suis trompé de $100, quelque chose comme ça, je suis désolé. Je n'ai pas revu mes prix, mais je crois que je suis à peu près juste. Mais les consoles neuves à $100, je crois que la Ouya coûtait $100. Ça, c'était un projet qui n'a pas marché. Et ta première console, combien elle a coûté? Je me rappelle très bien, c'était la Super Nintendo. Non, c'est pas vrai, c'était la Nintendo. La première Nintendo, c'est les années 80. Ça vous donne une idée de mon âge. Celle qui venait avec le pistolet et le robot. Et elle était, je ne me rappelle pas, j'étais trop jeune pour connaître le prix. Ah, c'est ta mère qui te l'a offert. Je crois que c'était mon père. Ma mère devait être contre. Mais tu l'as eu en cadeau. Noël? Oui, je crois, oui. Et donc tu as eu de la chance? Je l'ai eu, ça ne vous dira rien, mais il y a des gens à qui ça dira des choses. Je l'ai eu avec Duck Hunt et Gyromite. J'ai une des rares personnes qui a joué à Gyromite avec le robot. Oui. Et est-ce que tu t'es addicté aux jeux sur les phones, les iPhones? Non, j'ai jamais. Tu n'as jamais fait ça? Non, parce que moi j'avais un petit neveu, il était tout le temps sur le téléphone de sa mère. Après, sa mère, elle recevait une facture. Oui, ça, j'ai entendu parler de ça. Non, j'aime généralement. Une fois, j'aime les jeux narratifs, et quand on arrive au bout de l'histoire, c'est parfois j'y rejoue, mais. Et tu jouais ça avec ton cousin, ou c'était un jeu que tu peux jouer seul? Non, c'est vraiment des jeux auxquels on joue seul, mais j'avais un ami qui aimait beaucoup ça aussi. Qui joue beaucoup à ça aussi, et on se donne, il m'en donne encore des conseils sur à quel jeu il faut jouer. Il était à des règles en France. Il m'a conseillé le dernier jeu de John Ingold, celui qui a écrit le langage Inc, dont je vous ai parlé, le jeu Overboard. Mais au fur et à mesure que tu es plus âgé, est-ce que les mêmes jeux t'intéressent? Je prétends, on me dit que c'est pas vraiment le cas, mais je prétends que mes centres d'intérêt changent relativement peu. Quand j'étais adolescent, j'aimais Bergman et Godard et les dessins animés. Et maintenant? J'aime toujours Bergman et Godard et les dessins animés. Je viens de voir la dernière saison d'Animaniacs, et j'adore les Animaniacs. Ah bon? Donc tu as toujours un intérêt pour ce genre de choses? Oui, et je suis en train également de revoir les films de Greenaway. Donc tu as gardé l'esprit jeune? Et Greenaway, ce qui n'est pas du tout pour les jeunes. Ah bon? Non, c'est un réalisateur anglais expérimental. Ah d'accord. Et Godard et Bergman, c'est pas du tout pour les jeunes non plus. Donc, j'aime toujours les. Il faut vraiment qu'un jeu ait quelque chose d'engageant pour me plaire. D'accord, mais quand tu achètes un jeu et te disent de tel âge à tel âge, ou bien il n'y a pas de mention. Parce que quand tu achètes un jouet, ils te disent pour quel âge. Mais est-ce que les jeux sont classifiés par âge? Donc, par groupe? Jusqu'à la fin des années 90, il n'y avait aucune mention, ça n'existait pas. Et puis après, les jeux étaient censurés. À savoir que les jeux étaient trop violents ou avaient un contenu pour adultes. Oui, il y avait une action contre la violence. Okay. Oui, ou contre le langage grossier. D'accord. Et alors là, ils ont mis l'âge. Et ça a, à vrai dire, permis au jeu d'être plus explicite. D'accord. J'ai jamais vu un mot grossier dans un jeu jusqu'au milieu des années 2000. D'accord. Mais à partir du moment où on pouvait mettre, ça y est, soudainement, tout le monde s'est mis à dire des mots grossiers dans les jeux. D'accord. Donc tu mets un rating, rated R, voilà. Rated PG, rated... c'est pas le même en Europe et aux États-Unis. En Europe, c'est PEGI. Ah, d'accord. Aux États-Unis... c'est PG. Non, c'est...
je vous dis comment ça s'appelle. Je suis encore, je ne connais que le... Mais c'est un système différent pour les jeux. D'accord. Mais un qui est général et un qui est adulte. donc je sais, mais oui, il y en a. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est destiné à un public précis. D'accord. Euh, C'est aux parents de décider. non, non, ça veut dire qu'il y a un certain contenu. Ça ne veut pas dire que il est censé avoir une mécanique de jeu qui plaît à un âge ou à un autre. D'accord. Quelque chose comme Angry Birds, Mhm. je crois, est pour tout public, D'accord. mais plaît aux adultes. D'accord. Un jeu auquel j'ai joué récemment, qui est principalement de la fiction, qui était Dreamfall Chapters, qui est le troisième, je crois, un contenu et pour adultes parce qu'il y a un langage explicite, mais une mécanique de jeu qui était identique aux jeux auxquels moi j'ai joué quand j'étais plus jeune, qui étaient des jeux pour enfants, à savoir que c'était un jeu ce qu'on appelle des jeux d'aventure, qui n'a rien à voir avec un thème d'aventure. Il y a un personnage qui se déplace sur l'écran et le personnage, il ou elle, peut faire des actions, ramasser des choses, se déplacer, parler, choisir. Et c'est vraiment également, comme avant, il y a une histoire fixe, mais on peut influencer, un peu comme Oxenfree, les relations des personnages, les relations émotionnelles des personnages. Et donc, c'est une mécanique qui n'est pas du tout spécifique aux adultes. Et donc, Avant de mettre un jeu sur le marché, est-ce qu'on fait des tests pour voir s'il plaît? alors, mon professeur de conception de jeu, Jesse Shell, nous a dit, quand on peut répéter son premier cours, il a dit voici comment on fait un jeu. Et en gros, j'ai vu un autre professeur plus tard qui... Jesse Shell, en gros, nous a fait son cours en 30 secondes. Oui. Et après, il nous a dit maintenant, on va refaire le cours en détail en 12 semaines, parce que ça a l'air simple, mais il va falloir 12 semaines pour le faire en détail. Vous avez une idée, vous faites un prototype, Oui. vous testez votre prototype, Il faut le tester, voilà. vous gardez ce qui est bon et vous changez Ce qui ne marche ce qui pas. ne marche pas, et vous refaites un prototype, et vous retestez le prototype, et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de temps ou plus d'argent. Et la partie la plus importante Oui, c'est de tester sur des vrais gens. n'est pas la partie où vous avez de bonnes idées, ou la partie où vous faites le prototype. En effet, la partie la plus importante est de tester. Parce que les idées, ça a peut-être l'air important, mais une idée, tant que vous ne l'avez pas mise devant quelqu'un, ça ne vaut rien. D'accord. Donc, les gens, vous devez les payer pour tester? Donc, tout dépend. Si vous faites un jeu pour votre famille, etc. Enfin, ça... Tout dépend de la grandeur de la compagnie. Tout dépend de la grandeur, de combien votre jeu est professionnel, de la taille du jeu. Donc, ça, je vais vous redire ce qu'on m'a dit en cours. Jesse disait toujours il y a 4 types de testeurs. Premièrement, vous-même. Okay. L'avantage de vous-même, vous êtes toujours là. Ah oui. Inconvénient de vous-même, c'est que vous connaissez le projet beaucoup trop bien. Deuxième testeur, vos collègues. Avantage des collègues, ils sont proches. Inconvénient, ils connaissent également le projet très bien. Troisième catégorie, amis et famille. Avantage, ils sont faciles d'accès. Inconvénient, ils ne vont probablement pas vous donner des critiques trop dures. Ah, parce qu'ils ne veulent pas vous fâcher. Voilà. Et les meilleurs testeurs du monde, c'est les gens qu'on ne connaît pas. Et l'inconvénient, c'est qu'eux sont très très difficiles d'accès et généralement, il faut leur donner quelque chose en échange. Et ils donnent son invitation modèle. Une invitation venez m'expliquer combien je suis nul. On va vous donner des boissons et des gâteaux pour m'expliquer combien je suis nul. D'accord. Et après, il y a tout un cours sur quelles questions il faut poser, dans quelles conditions il faut tester. Et il faut tout
tester, et comme on ne peut pas tout tester, il faut absolument tout tester, et les rares fois où j'ai vu Jessie s'énerver, c'est quand on n'a pas assez testé. Ah oui, parce qu'il faut mettre quelque chose sur le marché qui marche. C'est pas on peut voir quand les choses, souvent on peut voir quand les choses ne fonctionnent pas. Encore que pas toujours. Mais tes goûts ne sont pas nécessairement le goût du public. On ne sait jamais comment les gens vont réagir à quelque chose. D'accord. Les gens ne vont pas utiliser quoi que ce soit comme vous pensez. Ah. Je me rappelle, donc, une des premières choses que Jessie nous demande de faire était un jeu de dés. Et j'avais... Des collègues? Non, j'avais un camarade de classe qui avait un système où on pouvait en gros bombarder des dés avec d'autres dés en lançant des dés. Et si un dé atterrissait sur un autre dé qui montrait un nombre plus petit, oui, le dé du bas était détruit. Ah. Et alors la première chose que j'ai faite, j'ai le droit de faire ça, j'ai utilisé mon tour pour changer la face de mon dé pour un 6. D'accord. Et quand les autres m'ont fait ça, tout le monde a fait la même chose. Et c'est quelque chose que le type qui avait conçu le jeu n'avait pas prévu. Ah, d'accord. Et alors il s'est avéré qu'on était les seuls à qui il a montré le jeu qui avait fait ça. Mais il n'avait absolument pas vu, parce que c'est quelque chose qu'on avait le droit de faire d'après ses règles, oui. Quelque chose qu'il n'avait absolument pas prévu. Avec mon jeu, que j'appelle changer depuis, il s'est avéré que mon jeu était beaucoup trop équilibré, et que, en fait, mon jeu ne s'arrêtait pas. Mon jeu de dés. Il continuait tout le temps, il n'avait jamais de fin. Ah, il ne faut pas ça. C'était catastrophique, non. Alors il faut quelque chose pour remédier à ça. J'ai beaucoup essayé à le mettre à la fin. Mon jeu, je crois, était très bien marché. J'étais très content de mon jeu à la fin. Mais j'ai dû beaucoup tester pour il ne faut pas que ce soit un loop. En gros, c'était un loop. C'était un loop. Il fallait obtenir des points, mais on pouvait obtenir des points, perdre des points. Mais la manière dont on obtenait, on en perdait. Il fallait arrêter le loop. Non, il fallait en gros qu'il y ait beaucoup plus de manières d'obtenir des points que de manières d'en perdre. D'accord. Mais dans mon esprit, c'était très clair que quelqu'un... Et l'une des raisons pour lesquelles Jessie nous avait demandé de faire des jeux de dés était que le hasard a l'air imprévisible, et qu'il est en fait beaucoup, beaucoup plus imprévisible qu'il en a l'air. Oh, ok. Tout ça, tu as appris au fur et à mesure. Oui, on apprend... et les gens, en général, ne réagissent pas du tout de la manière dont on s'attend. D'accord. Enfin, jamais. On pense que ce sera rarement, mais c'est jamais. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant pour toi que tout soit surprenant. Et en plus, c'est pas boring, c'est ça, c'est pas ennuyant. Oui, c'est certainement surprenant. Surprenant, voilà. D'accord, c'est très bien. Écoute, je vais passer la partie en anglais parce que j'ai vu que tu parlais bien anglais. Absolutely. So we have today with us Emmanuel Ayton, c'est un nom franco-américain, je pense. It's meant to be a Jewish name. I'm Jewish, Emmanuel. Ayton, c'est pas... Ayton is actually, a Hebrew name. But... Oh, it is. Okay. So, Emmanuel Ayton, and j'allais presque dire Ayton. It is Ayton. That's what I said in English, Ayton. Yes. Oh, Ayton, okay. And he is here. We are lucky to have him here today in the studio. And he's on top of that, he's in San Francisco. So welcome. Thank you. Even though it's 3 months later, but welcome. We are happy to have someone of your stature here, and creative and
knowledgeable about gaming, which is very much in demand in the industry. So, Ethan, tell me what you're working on right now. What is your focus? What's your passion? What you more like? Do you like more gaming? Do you like more writing games? Do you like more programming, or is it all three? Well, currently I'm still working with a Dutch company called Tiny Hydra, and part of what we do, it's not their main focus, but part of what we're making is that we're making games on the side. We have made an interactive fiction game, and what I really like, and again, I don't get to do it as much as I would like, but my true passion is interactive fiction. Interaction. Interactive fiction. That's different than a game. It is a game. It depends who you ask. Oh, okay. It depends who you ask. I'm not sure I see a contradiction, but I would say they overlap. Okay. But so my true passion is interactive fiction. It is true that I love fiction in all of its forms. Okay. And I would say that interactive fiction is a form of fiction, and some games are interactive fiction, so I definitely see an overlap. So when you work on a project, before you even start working on a project, do you consult with your company, or if you really like the idea, you just plunge in it and do it? Well, I mean, I don't. You don't understand the question? Okay. Well, no, the two last projects I did was with Tiny Hydra, so Yeah. they were Tiny Hydra projects. We did, the first one was, the two sort of entertainment projects I did with Tiny Hydra, and actually the other ones too. So we did this interactive fiction project, which was called This Game is a Business Card, which was a presentation of the company for people who were interested in our services. And then now we're making a more business-like kind of. Well, the first one it presented our business. The next one is more general, though I guess it's more. The next one is a 3D game. It's more traditional, though it is still essentially a story-based experience. So no, we started everything as a group. So at Tiny Hydra, I am the only one who knows how to program. I see. So that ends up being my main role, because they know you can do it. I'm the only one who can do it there. Okay. But for our first, do you suggest to them a story sometimes? So for This Game is a Business Card, I presented the structural needs of how a story should work. Okay. But it's not fiction. It's interactive fiction. So, it's interactive fiction? Well, the first one, This Game is a Business Card, was a pure interactive fiction game. Oh, I thought a business card is more like down to earth. No, it's called This Game is a Business Card. So, okay. So you have like, you play as someone, and you have who runs a company, and you have a series of choices. Oh. And so you just so yes, it's not an actual business card. It's a game that is the company introducing itself. Oh, okay. And so they were trying to say, well, what should this thing be about? I said, well, before you go into that, you should know that in order for a story to resonate with people, fiction must follow certain rules, because that's what humans expect. Okay. And so you told them what you learned in school? Yes, what I learned, mostly in how scripts should work. You told them about it, okay. So should I go through that? Or no, well, okay. I know that you told me every game has a structure. Every story has a structure. Every story has a structure. Well, most stories... You must have a winner at the end.
that's the game thing. I said stories, mostly stories that are watched, usually need acts with reversals and oppositions and a winner and a loser. that's the game thing. Stories don't need a winner and a loser. Oh, Those are games. it has to end well. No. It doesn't. A story has, in order to be Liked. to be easy, to be approachable, not easy, but It has to have a approachable. good end. Not necessarily. It has to have a clear end. A clear end. How can it be clear if it's we don't know? Well, usually, again, this is the continuity system that's used in Hollywood. It has to be. So it has to the ending, the fifth act, or the end of the third act, if you have a three-act structure, has to make it clear that either the main character has returned in the situation of the first act, Oh. or has made it clear that they will never return in the situation of the first act. That should be the conclusion of the fifth act. Oh, okay. If you look at the end of the first act, for example, the main character enters in the special world where special rules apply. Mm. A very, very simple example would be, I don't know, Harry Potter, in the first film, he goes to Hogwarts, which is a special place where special rules apply, as opposed to the Dursleys. Oh, And at the end, he returns to the Dursleys. I see. And that's what made it successful. Well, no, it's one of the numerous rules. Well, many, many, many Oh, rules. okay, There's okay. a whole many rules, a huge amount of rules. Oh, okay. This is one of the rules. Okay. But I would say that it makes it clear, though, however, that it makes it clear that he will not return to the situation where he will be powerless. Okay. So it makes it clear that he will not return to the state where he was at the beginning of the first act, Okay. where he was powerless next to the Dursleys. Okay. There's no ambiguity there. Okay. Ambiguity is an ambiguous ending is very non-Hollywood. Now there are, again, Hollywood movies with ambiguous endings, but that is usually a big deal. Do you want to make it? They want to make it understandable for the majority of the public, like Well, 12th grade level. again, not necessarily understandable. It can be a mysterious ending, but you want to make it clear whether or not the main character is in the same situation where they were at the beginning. Okay. That is the one thing you want to make clear on it. Okay. Good ending, bad ending, mysterious ending, that's completely up to you. Okay. The one thing the continuity system asks is whether to make it clear absolutely that the main character is in the same situation that they were at the beginning, where they have left the special world where special rules apply, or if you really don't want to do that, make it very clear that they are still and will remain in the special world where special rules apply. Yeah, but if the public lacks the hero, he wants the hero to have a good ending. Again, this is unrelated. Unrelated. A good ending can mean they return to the regular world. Oh, okay. The special world could be a burden. Oh, okay. The special world could mean that there's someone chasing the hero, and now the hero has to break all sorts of rules. Okay. The special world is not necessarily a good thing. Okay. So there are many, many rules. We don't have the time to go through all of them. Of course. But basically, do you try to respond to the expectation of the public? If you want your work of fiction to be easy to follow, you need to follow What the public wants. You need to follow those rules. You need to follow those rules. You can tell usually any story by following those rules. Okay. If you want to break those rules, you can do it, and you can make amazing works with them, but they're usually more difficult. Yeah. And I recently saw a Greenaway movie, Drowning by Numbers, in which those rules are definitely not followed. There are no
reversals. Drowning by Numbers tells the story basically of three women who all have the same name. It's supposed to be a mother and two daughters, though that is not ever stated clearly, I think. And each one drowns their husband for no specific reason. They cover it up by promising sex the coroner, and then not having sex with him and turning him down, each one in the same car at night in the same clearing. That's a movie I would not have to watch. What? I would not watch that kind of scenario. The drowning scenes are very, very calm. There's nothing shocking about it. Oh, there's not sure. Okay. No, but the story is not interesting. Well, you'd expect a twist. There is no twist. Okay. Everything is happening the same way. It is visually amazing, but it's a lot of fixed cameras. Usually we expect cameras to move a lot nowadays. Greenaway has a lot. Yeah, now they're fixed. They used to be moving. There's a lot of symmetrical shots. Greenaway loves symmetry. This beautiful light, beautiful sets. A lot of like visually symbolic things. But the thing that keeps you going, the thing that makes the film amazing, is that the drownings are, as Greenaway, as the title says, are by numbers, meaning that numbers appear in the movie. When the first Sissy is walking towards her husband, there's a tree, and on the tree there is a 1 clearly visible on the screen. And then later on there's a 2. Yes, there's But people, before they go see this, they know? There's a first scene, there's a girl who's skipping and naming stars and counting them, and she tells the first Sissy that she's counting the stars and you only have to count to 100 because then all the other hundreds are the same. Oh. So you know that something is going to count to 100. And indeed the movie counts to 100. Okay. And so it's a game, sort of. You want, and yes, and there's a character in How it, long a child. did this last? The movie's about an hour? No, a bit over an hour and a half. Okay, so it's just like a regular movie, then 90 minutes. It's a regular movie, it's a 90-minute movie, but the suspenseful part is not the story, it is when you get all the numbers. And some of the first ones are really easy to see, but some of them are really difficult to spot. And some people like that? I love that movie. You do? I love that movie. But what satisfaction does it give you if the story is not good? It's incredibly well written, it's incredibly well filmed, it's incredibly well acted, it's incredibly playful. I love Greenaway, the early Greenaway. But again, it is not a mass audience movie. You have to buy into it. Okay, but the reason in the first place you went to see it is on the recommendation of someone? I don't know. I had watched The Draftsman's Contract, which is a movie he did before that one. I don't remember why I saw The Draftsman's Contract. At one point when I was a teenager, I just loved Greenaway. Oh, that's what it is. Okay. I had my Godard phase, Greenaway, Visconti. So you had your preferences already. But anyway, that is one way of making. Did you pay to watch that movie? I guess at one point. They asked you to pay? I think at one time I saw it in a one of these movie theaters in Paris where they show the movie every week. Okay, then one is free, one is paid. No. You go there like they show it once a week. You go and you pay the. You do like a regular movie. Yeah, except they show it once a week. I think I saw it there, but or maybe I rented it actually. Maybe I did see. I don't remember how I first saw it. Okay, so it's showed in movie theaters. Yes, it was a regular movie. It was just not a blockbuster. Okay. But anyway, but that's one way that does not follow at all. But it requires more of an effort. Fellini requires more of an effort. If you want people to just follow your movie, you have to have a style. Well, that draws people to it. If you want people to follow your movie, it's easier if you have the continuity system where you follow the rules of the continuity system. Okay. Where you have
the So people reversals. say that's a Fellini because that's what he does, or Yes. that's Well, you can follow the continuity system and have your style. okay. Hitchcock followed the continuity system precisely, and people can tell, his movies are his, but they're also easy. They're easy to follow. They're easy to follow. He follows all the rules. They break where they're supposed to. The main character has there are oppositions to what the main character should do. There's a clear ending, whether or not the main character will return to the situation at the beginning, and all of these things. So, in interactive fiction, it doesn't make sense not to follow these rules, otherwise you make choices in a vacuum. Okay. So when we did our game, this game is a business card, I explained the basics of the continuity system because it is necessary in a game because people need to feel that structure, even though they won't notice that it's there. Then you have to implement it. You have to implement it because it'll just feel like that story makes sense. There needs to be reversals at specific moments in the story. Okay. And particularly, things have to appear apparently out of nowhere. And at one point where everything seems to be going well in our story, suddenly something goes terribly wrong. And that happens actually in a lot of stories. But every time I play it, no, it still gets me every time. But because that's how actually continuity system stories happen. Things don't happen always as a consequence of things; they take you by surprise. And I'm really glad I explained that. So we're talking about fiction movies now. It's the same. Any kind of continuity system story. Okay. Things, things happen. Surprising things happen. That's what keeps you. That's what keeps Engaged. you engaged, entertained. Yes. Okay. Yeah, because if it's something you see every day in the street, it's boring, right? Exactly. So you want something. Oh, this happened? Wow. Yeah. Well, I didn't see it coming. You didn't see it coming. Yeah. The ability to surprise is what is an essential part of fiction. Oh yes, yes. So that's so good. So yeah, I can understand why it become a passion for you to like fiction because it's entertaining, it's engaging, surprising, everything. How does it work? How do you make it work? All right. So what's the name of the fiction story you wrote? You told me you wrote one. Oh, the script? Yeah, you told me you wrote the script. Yes, I need to rewrite it. But I wrote a script called I.O. It was a pilot. Well, it was I.O.? I.O. It's the name of a moon of Jupiter. Yeah. And it was a pilot for a TV series. How long was the pilot? 5 minutes? No, it's meant to be a 44-minute pilot. Wow, that's a big pilot. It's a regular TV pilot. Cool, okay. And so you did at least one? pardon? You produced one? No, I just wrote it. Oh, wrote it, but it was not... No. We can do it here. In the new studio. I don't know. Why not? We can do it in the studio when we reopen. But yeah, it was. You can take it out from your drawers and dust it off and let's put it back to life. Actually, it needs to be rewritten to stick to the continuity system better. That's the big problem. I did not stick enough to the continuity system when I wrote. Oh, okay. You did it like freelance. Well, no, yes, I did it freelance, but that's no excuse. It should still have followed the continuity system better. Oh, so break the rule. It did not, yes. One thing happened after the other, and I think it was still a good idea, but it's no excuse. It should have followed the continuity system better. So 44 minutes is 44 pages, is that true? No,
44 minutes is 55 pages. Oh, okay. I thought it was 1 page per minute. Yeah, but that's for movies. For TV scripts, the convention is 44 minutes, 55 pages. However, if the characters talk a lot, it doesn't always follow. For the West Wing, 44 minutes were much longer. When I was at Carnegie Mellon, I wrote a spec script for Moonlighting, the 1980s TV show, which was 50 minutes, and I think my script was over 60 pages. Oh. So maybe not too much talking. No, a lot of talking. A lot of talking. The more you talk, the longer your page count. Okay. Because talking is increase the number of pages. It increases the number of pages. The West Wing people, well, if your characters talk quickly, then they fill pages more quickly. In Moonlighting and the West Wing, characters talk very, very quickly, so they can fill a huge amount of pages. And in action movies, it's the opposite. There's action but no talk. I have never written an action movie, but I suppose if there is closely detailed action scenes, it could go over. But I don't know. I mean, these things are flexible. And there's also the fact that a script will not always be the same if you are pitching it, or if it is already in production, and then some details could probably be added. How many actors would you need for your project? I don't do the writing. Okay, you don't know yet. But I know that I sent it for two review. main characters at least. I have three main characters, but I was told it had a small cast, but and where is the setting? Indoors, outdoors? It's mostly indoors. Actually, it's pretty much all indoors. It's mostly indoors. Yeah. But it's a complicated story. Do you think people like it? I think they would. That's why I wrote it. Okay. Has some spice in it? I don't know what you mean by spice. But I mean, it's spicy. We want to know what's going to happen next. I hope so. And the topic is interesting, you said, right? To you, at least, because you wrote it. I always... My main question is, am I taking too long to set it up? Okay. Should I bring more of the mystery earlier? Because there's a big mystery. But should I make the mystery clearer earlier? Okay. I told you I have to rewrite it. Okay. Should it be more mysterious earlier, as opposed to getting more and more mysterious? Is it easy to read? I think it is. Send it to me. I want to know if it's easy to read. That's number one. If I go from page 1 to page 50, then I know it's easy to read. If I put it down and I want to do something else, I mean, it needs some work. Does that make sense? It makes sense. Okay. So you wrote it, so you cannot test yourself, right? You cannot see, I'm going to grab this story, let me see if I go from A to Z. But you got to test it on the human, see if they really want to follow your train of thoughts. Right? Kind of thing. All right, so now you are in San Francisco, you're here for a reason, and you want to find maybe your dream job? A job first, and then DreamWorks would work for you? They're on San Mateo? First, I'm just looking for a tech job, and we'll see. Yeah. Do you know the company that did DreamWorks? You know the company DreamWorks? Yes. One of my teachers was actually the founder, not of DreamWorks, but of PDI DreamWorks, which no longer exists. Okay, they are right here in the Bay Area. So go knock on their door. So anyway, you're here for a reason,
And you hope to bring to light or to life some of your ideas. Hopefully. Hopefully, yeah. So that's the goal, maybe. So anyway, right now it's all experimental, whatever is presented to you. But usually, when you work for a company, you work on their projects. Yes, that's how it's been. I try to contribute, but They give you so much to do per week, right? So, I would like to mention two things from my time at Carnegie Mellon. So the first class we had was building virtual worlds, which is when we made these quick virtual worlds in 2 weeks. And our main teacher, a woman who used to work at Disney called M.K. Haley, she does TED Talks if you want to look her up, said, "You think this class is about building virtual worlds, but it isn't. Okay. You all know how to build virtual worlds, you just don't know that you know. What this class is about working together. Ah. And you'll think you know how to do that, but you Yes. don't." And they also told us about an experiment that Carnegie Mellon conducted about the intelligence of people working in a group Right. and what influenced the intelligence of groups. Right. And their assumption is the more intelligent people in a group were, the more intelligent the group would be. Of course. And they found that it didn't really influence it. If each person in the group was more intelligent, it didn't make the group more intelligent. I see. There were three things that made the group more intelligent. I always forget one of them. Cooperation. So, how do you measure cooperation? So, one of No them... critical, not being critical. Yes, I think one of them was each person speaks equally. Oh, okay. I think one of them is that they find one person to moderate the group. Okay. And the third one is there has to be at least one woman in the group. Oh, not just all male. Not just all male. At least one woman in the group. So she gives her perspectives. They don't know why. They didn't say that. They did not give a reason. At least one. And more than one didn't make a difference, but at least one woman in the group. Yeah, because she has a different way of looking at They things. did not give... They didn't say why. They did not know why. But anyway, so my point is, I don't claim to be there to tell other people what to do. Okay. If we are, all of these things are collaborative, and I would like to be part of a group that makes stuff. They are not there to make my stuff. Okay. I am there to be part of a group that makes stuff. And I have been part of groups where one person wanted the group to make his stuff. It was always a he. Okay, he's dominant. And that group never did anything great. Oh. So I am not there to make other people do my stuff, because that never works. Oh, okay, that makes sense. So you want other people ideas in your projects? The other people what? Other people input and Yeah, ideas. we are together to do something that we are proud of. That makes sense. Yeah, it is very hard to, like, team cooperation. Did you learn that? Did you learn that in school? Yeah, yes. And, yes. Everybody has to speak equally, you said. And it's not something, I hope I did. I really hope I did. But it is not something that you can force on other people. So, but it's, but practice makes perfect. To be with a group, it takes practice. So the first thing they taught us, we all had to do improvisational theatre. Okay. Even though it was sort of a tech thing, but and the first thing they teach you in improv is yes and. Ah. Every time someone brings something to a scene, you have to say yes and. Ah. And I remember I was on a team with a guy who always said no. Ah.
And I remember if everyone is taught to say yes and there's one person who says no, That's not good. well, that person has all the power. Ah, But also, the team really can't do anything because they get stuck. they can only do that guy's ideas, and that guy doesn't necessarily have good ideas. If he did, he probably wouldn't need to say no. Oh, okay. Also, I heard that you have to accept different opinion than yours. Well, yes, and That's why you should never say no. Yes, and Yes, but- and so it's this collaboration thing works if everyone is on board with it. And if one person doesn't do it well, it's kind of okay. But if one person takes advantage of it to take possession of the project, that means that nothing can work. But hopefully that won't happen. okay. It's So you got to pick a team that you want to work with. you don't pick your team. You see what happens. Oh, you just test it. You just, if this works, this is a thing, this is a company culture thing. If the company doesn't care, then that's it. If the company cares about these things, they intervene. But within the team, in my experience, maybe some people will intervene and say that's not how it's supposed to go. But if within the team you're supposed to say yes and, hmm there's not much you can do. Also, within a team, nobody should know people's titles. They should be like in a round table with no hats. I don't know. No, I mean, maybe there's one that's supposed to be the leader, but nobody should Well- know who he is. At one point, you will come to a stalemate, and one person should break the stalemate. Okay, It doesn't really matter if it's the right decision, okay, but you need to make a decision so you can move on. okay. And you should accept the fact that maybe it's the wrong decision, but a decision has to be made because you need to move on. Okay. And that's why, if I remember, one of the three things is you need to accept an arbiter of decisions. Okay. And no one will always make the right decisions. So, because if you keep stuck on one point and you can't move on, then you're not going to. You get unstuck. Yeah, and if you want someone who only makes right decisions, then you can't pick anyone to make decisions. Okay. No, but in a team, you worked in a team before, right? You worked in a team before. Did you know what each person this was position was? So what we did then is that Because you don't want to know who's the manager, because the manager should be really anonymous. so the way we did it there. Well, everybody usually when you work in things like what I did, A movie. everybody has a very different role. We had someone does art, someone does sound, someone does Okay. programming. So people speak as different things. On their point of view. And what the manager usually does, or often producer, is Moderate. break ties. Yes. Moderate, okay. Or say what resources are available. Mm. And they have to work within the budget. Exactly. So they have a clear goal. Okay. But What could influence the budget? The number of stars in the movie, or the number of... I don't work on movies, I don't know. Okay. What could influence then the budget of a project? Let's see, well, when we were at, let's see, well, when we were at my previous company in LA, I don't really, I remember, I mostly did software, so I didn't really have that, You didn't know what would influence it. yeah, because I Probably worked the closely. I mostly worked with someone who did
cared a lot about budget because he created physical objects, Okay. and he was very worried about which items would cost more. Yes, which cost more money. But I only did software, so I didn't care. So you were waiting for his green light. No, I just did. I only did software, and I only used and we were mostly with Google at the time, and we used we had to get approval from Google. We only used open source software, so that was all free. But the length of time you work on a project, that's what counts, because you paid by the hour, right? Yes, we're paid by the hour, but we were within the time allotted, and no, that I think for that was okay. Did they tell you have to work overtime sometime? No. Not me, No. other people. Other Yes. people, okay. I think I guess time. I guess is Time is expensive, right? Time, yes. I have a friend who works in games. Yes, it's time. In some cases, a big problem if you work in AAA games can be compilation time. Mm-hmm. Some games can take. I had a friend who worked on a huge, very famous AAA game, and he told me that the game could take several hours to build. And during that time, there was nothing they could do. So they had the budget. Well, I mean, they had like To add. They had to add. no. Basically, they made all the changes they could to the code, Oh, okay. and then they built the game. Yeah. But the game, between the code and the executable, Yeah. it would take several hours Okay. just to compile the game. And because of the way the game was built, you couldn't just change one thing and just rebuild that thing. Even if you change just one thing, you had to rebuild the whole thing. Oh. So rebuilding was always a very, very complicated thing. So it could get, technically complicated. Well, it's always technically complicated, but in that case, rebuilding was a big deal. And now he's on the Unreal Engine, and which I also use. It's free. Actually, yeah, Unreal is. But yeah, I mean, yeah, you have to. People build 3D assets. People program. Yes, it's different. I don't know what you're talking about, but you probably know what you're talking about. Yes. But overall, what brought you to San Francisco? Oh, well, I finally got my green card after waiting for 7 years. Yeah, and you picked San Francisco for a reason? Well, yes. I have a place to stay here Oh, before good. I find a job. Yeah, And I have friends here. good. I have several friends, and there is work here. And Definitely. so, So it's a good place to be, and the weather is good. yes, yeah. It's not too hot. LA was too hot for me, and I don't like hot weather. Yeah, But it's this is moderate. this is moderate. It's perfect for good health. They say people move to the Bay Area because it was studied that people live longer in the Bay Area. Really. So that's why a lot of doctors and lawyers and people of prominence, when they found out about it, they moved to the Bay Area. It was also gold. Yeah, it's also increased your lifespan. I mean, yeah. I mean, if you live in LA where it gets too hot, your lifespan goes down. So, I mean, it was studied, the lifespan of people in the Bay Area and the lifespan of too hot, too cold areas. And Bay Area is the best ideal place to live because it doesn't bring too much tension on the body from going too hot, too cold, like in New York.
So anyway, that's also a consideration, even though you probably was not in your considerations. Well, I have lived in LA, and but I remember the air always felt very polluted there. Yes, it is. And, Hopefully Tesla will change that with the electrical cars. I remember I flew once from LA to New York, Yeah, and I felt, wow, the air is so pure here. yeah, And I thought, if I'm feeling that way about New York, there must be something wrong about the air in LA. yeah, because it's not close to the ocean. Here we have the bay. LA is still has beaches. It's closer to the ocean than Paris is. Oh, okay. But it's still very polluted. It's still very polluted. Yeah, I went to LA 3 months ago and there was just like cars and cars and cars. I said, oh, everybody has a car. I got my driver's license for the first time when I moved to LA. Oh, you had to. Yeah, before that I never had a driver. I grew up in Paris. Metro. Exactly. Yeah, so yeah, there's a culture there that's car oriented. Well, I had a friend who was celebrating so I was living in Burbank, and I had a friend who was celebrating her birthday in Santa Monica, and Google Maps said it would take me 2 hours to get there by bus, Wow. and it took me 3.5 hours. Wow. So that's when I decided I get a car. getting a driver's license. Well, a license first, and then a car. So now you're gonna get an electrical car, or you don't know yet? Job first, And then, and then car, yes. all right. So Emmanuel, has been such a pleasure to chat with you for almost 2 hours, and so we did it in French, we did it in English, we accomplished our goal on budget, on time, so we could pat ourselves on the back. We did it. Thank you so much. You did great. It has been a pleasure also to get to know you better. Same here. Thank you. And yeah, you know, we might meet again. The first networking event is happening on the 17th, you know, in person. For a year and a half or more, it was all online networking. So now it's, for the first time, it's going to be in person, which is really to be celebrated if you want to network. Great. So thank you so much. Thank you.